Bonjour, mesdames, messieurs, euh, bienvenue à la session 3 du webinaire organisé par l'AVEF autour du sujet de l'intelligence artificielle. Nous sommes très heureux euh, d'être accueillis aujourd'hui au sein de l'Université de pédagogie de Washington, un partenaire très actif du réseau de l'AVEF, avec M. Caranton, vice-recteur. Nous avons l'honneur d'accueillir la présence du professeur Nicolas Menetti, directeur régional AF Asie-Pacifique, qui nous joint à distance. Vous voyez cette parole. Et bien sûr, notre cher intervenant, M. Jean-François Van de Coen, qui est l'université pédagogique en face d'une vingtaine de professeurs, enseignants, chercheurs de l'université. Et bien sûr, une centaine de participants qui sont présents en ligne d'un peu partout à la maison depuis le site regroupé à l'université, etc., etc. Et pour commencer cette troisième session, nous sommes heureux de t'inviter, M. Nicolas Menetti, de prendre quelques mots de remerciement à l'adresse de l'Université pédagogique d'opportunité. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Oui. Ok. Donc je vais dire, je dis quelques mots, hein. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers partenaires, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de notre série de webinaires consacrée à un sujet qui traverse l'ensemble de nos universités, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et ses multiples facettes. Je tiens tout d'abord à saluer la dimension internationale remarquable de cette rencontre. Nous sommes réunis depuis l'Asie-Pacifique, mais aussi depuis l'Afrique et plusieurs autres régions du monde, avec l'appui des réseaux du campus numérique francophone et des centres d'employabilité francophones. Donc ce sont, comme lors des sessions précédentes, plusieurs centaines de participantes et participants qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est précisément la force d'un réseau universitaire mondial. Donc j'aimerais signaler, et comme mon collègue Dai l'a fait, que l'Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville a accepté d'accueillir l'intervenant international Jean-François Van de Poel dans ses locaux. Une vingtaine de participants de l'université sont ainsi réunis dans la salle de conférence avec un appui technique assuré pour la retransmission en ligne par Zoom. Donc je remercie très chaleureusement l'Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville pour cet accueil. L'intelligence artificielle n'est plus une perspective lointaine, elle transforme en profondeur nos manières d'enseigner, d'apprendre, d'évaluer et de piloter nos institutions. Et donc, face à cette transformation, l'AUF ne prétend pas détenir toutes les réponses et notre rôle est plus modeste, mais peut-être aussi plus utile, qu'il s'agit de créer des espaces où ces questions peuvent être posées, partagées et travaillées ensemble, en français, mais au-delà. Donc, cette série de 5 sessions a été pensée comme un parcours. Après les compétences et le pilotage institutionnel, nous poursuivons aujourd'hui avec l'utilisation de l'IA dans la définition d'une stratégie pédagogique personnelle, avant d'aborder, lors de la prochaine session, son utilisation dans l'évaluation des activités d'apprentissage. Donc, pour cette étape, nous retrouvons avec plaisir Jean-François Van de Poel de l'Université de Lausanne, en Suisse, qui nous parlera de l'utilisation de l'IA dans la définition d'une stratégie pédagogique personnelle. Donc, je remercie chaleureusement toutes les équipes de l'AUF qui ont rendu possible cette mobilisation, ainsi que l'Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville pour son accueil, et je vous remercie toutes et tous de votre présence. Excellente session à chacune et chacun. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Nicolas Menetti, pour son introduction de la séance. À son tour, Monsieur Caranton,
l'inspecteur de l'université de pédagogie va avoir quelques mots de bienvenue. Il va parler en vietnamien? Non? En français. En français, ok, c'est bien, très bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de la direction de l'Université de pédagogie de Philippines, je souhaite la bienvenue à tous les participants, en particulier au professeur Nicolas Manati, directeur régional de l'AWeb Asie-Pacifique, au professeur Jean-François Wanda Owen de l'Université de Lausanne, ainsi que tous les experts et les enseignants et chercheurs présents. Nous sommes honorés d'organiser en collaboration avec l'agence universitaire de la francophonie AWeb ce séminaire de formation consacré à l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Cette initiative illustre notre volonté commune d'accompagner la transformation numérique de l'enseignement et de renforcer les compétences des enseignants face aux nombreux défis technologiques. L'intelligence artificielle transforme profondément les méthodes d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et de développement universitaire. Elle force de nombreuses opportunités pour personnaliser les apprentissages, améliorer la qualité de la formation et soutenir l'innovation pédagogique. Toutefois, elle soulève également des questions essentielles liées aux compétences numériques, à l'éthique, à la transparence et à l'utilisation responsable des technologies. En tant qu'université pédagogique de référence au Vietnam, notre établissement considère la formation numérique et l'intégration de AI comme des priorités stratégiques. Nous souhaitons développer une coopération étroite avec les universités, les organisations internationales et les experts afin de construire un écosystème éducatif innovant, inclusif et durable. Nous sommes convaincus que les échanges de ces deux journées permettront de partager des expériences, d'explorer des pratiques innovantes et de promouvoir une éducation efficace et responsable de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Aussi, je tiens à remercier sincèrement le web, les conférenciers, les organisateurs ainsi que tous les participants pour leur engagement et leur contribution au succès de cet événement. Je vous souhaite un excellent séminaire et de succès dans votre travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Kawanto. Et avant de laisser la parole à l'intervenant, l'Université de pédagogie de Philippines aimerait vous offrir un petit cadeau de souvenir. Voilà. Vous remettez au milieu, s'il vous plaît. Vous mettez au milieu comme ça.
Ah, mais bon, ok. On va, oui, ici c'est bon. Voilà. One, two, three. One, two, three. Merci beaucoup. Maintenant, sans attendre, nous allons revoir et écouter à nouveau notre cher intervenant, Jean-François Van Noël, avec le deuxième sujet consacré à la pédagogie numérique. Bien, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien en ligne, mais sinon je pense que c'est bon avec les micros. Super. Alors aujourd'hui, on va passer 2 heures ensemble pour réfléchir un petit peu à une manière intelligente d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses pratiques pédagogiques. Et mon intervention sera un petit peu divisée en 3 parties. La première partie sera vraiment un petit tour d'horizon du contexte actuel de l'enseignement supérieur, puisque l'enseignement supérieur dans lequel nous évaluons, dans lequel nous évoluons, est en crise, est en mutation depuis quelques années. Et donc, il est important de savoir un petit peu quels sont les défis qui nous attendent avant de fixer quelques cadres de réflexion et ensuite d'aller droit au but avec des exercices pratiques qui permettront de réfléchir correctement à l'intégration raisonnée de l'IA dans l'apprentissage. Alors, certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai commencé ma carrière au Vietnam il y a 30 ans pour l'AEF. Et à l'époque, je donnais des formations ici au CREFAP, il y a 30 ans. Et donc, c'est un beau souvenir pour moi. Et ça me fait plaisir de revenir dans des endroits où j'ai eu l'occasion de travailler. Après mon passage au Vietnam, j'ai travaillé presque 20 ans à l'Université de Liège en Belgique comme responsable du campus numérique, conseiller numérique au recteur et chef de projet MOOC. Et depuis 10 ans, je suis à l'Université de Lausanne où je suis également adjoint Digital Learning, donc je pilote tout ce qui est technologie éducative pour l'université. Et je suis maintenant aussi conseiller IA enseignement. Et là, vous avez dans mon parcours quelques petits diplômes aussi qui vous montrent que ça fait pas mal de temps que je fais ce métier. Alors, la première chose que je mets toujours en avant depuis l'apparition des IA génératives, je rappelle que les IA, ça a plus de 60 ans, c'est pas une nouvelle technologie. Les IA génératives, c'est né en 1966, mais le fait qu'on a des machines qui vont de plus en plus vite permettre un développement de ces technologies qui fait que depuis 4 ans, on a à la portée de chacun et chacune ce genre de technologie. Depuis l'apparition de ces technologies, je me rends compte que on est tout le temps dans une dualité. C'est l'IA et l'humain. L'IA va remplacer l'enseignant. L'IA va remplacer les travaux des étudiants. Et en fait, c'est pas une dualité qu'il faut réfléchir. La dualité est dangereuse. Il faut plutôt se poser la question de ce qu'on appelle l'hybridation. Et donc, comment on peut intégrer l'IA dans nos modes de travail, mais en restant, nous, au volant. Et donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que je mène mes travaux de recherche. Et donc, je parle, moi, d'un enseignant ou d'une enseignante augmentée. Et donc, c'est un enseignant qui s'adjoint les qualités de l'IA pour développer sa pratique enseignante, mais jamais être au service des actions de l'IA, mais plutôt mettre l'IA au service de nos actions. Alors, comme je le disais, je vais faire un petit détour, mais l'enseignement supérieur, on est vraiment à un carrefour extrêmement important dans le monde entier. Il y a 269 millions d'étudiants dans le supérieur. Et pour une génération maintenant, partout dans le monde, il y a 43% de cette génération qui intègre l'enseignement supérieur. Il y a 25 ans, on était à peine à 12%. Donc, on est vraiment dans un monde où il y a un afflux très important d'étudiants et d'étudiantes dans l'enseignement supérieur. On a 7 millions d'étudiants en mobilité internationale et on a plus de 22 000 institutions qui ont des accréditations de qualité. Ouais. Mais on est dans un monde aussi qui connaît pas mal de crises. On a les changements climatiques, la perte de la biodiversité, les crises sanitaires qu'on a connues ici, les inégalités qui persistent, les conflits armés, l'IA qui disrupte le recul un petit peu des problèmes de la démocratie et puis le monde du travail qui est en pleine mutation. Je ne sais pas au Vietnam, mais en tout cas, dans les pays européens, les métiers de comptabilité, d'ingénieur informatique ou même de jeunes avocats sont en train de disparaître au profit de cette technologie.
Maintenant, la technologie aussi, elle nous rappelle, et ça vient du rapport UNESCO aussi, que finalement, il y a 7 principes sur lesquels on peut s'appuyer pour transformer l'enseignement supérieur. Un, c'est engager des ressources pour l'équité et le pluralisme, ouvrir évidemment, promouvoir la liberté d'apprendre, d'enseigner et de rechercher, cultiver l'enquête, l'esprit critique. À l'heure de l'IA, quelque part, créer du savoir, transmettre du savoir, c'est facile. Le challenge pour nous maintenant est plutôt de développer l'esprit critique de nos étudiants et étudiantes face à cette nouvelle façon de produire du savoir, parce que, encore une fois, les IA ne sont pas absolument très sûrs en termes de contenu. Adopter une éthique de collaboration, placer au centre la durabilité, l'indépendance, enrichir les conceptions de la qualité, de l'excellence et de la pertinence. Donc ça, ce sont les 7 principes mis en place par ce rapport UNESCO sur l'état actuel de l'enseignement supérieur. Maintenant, qu'est-ce que la technologie va faire là-dedans? En fait, ça veut dire que la technologie, elle vient dans le besoin de transformer nos pratiques. Là où avant, on avait des silos universitaires, on demande maintenant que les formations soient croisées. On demande des cursus de plus en plus variés et on demande vraiment que nos étudiants aient une approche assez pluridisciplinaire des choses. Et donc ça, c'est aussi un défi dans nos cursus. Alors, les technologies, elles ont un rôle extrêmement important, mais surtout depuis l'apparition de l'IA, on voit qu'il y a une vraie disruption. Il y a des questions de confiance, le rapport de valeur avec les étudiants qui change par rapport à la possibilité qu'ils ont d'utiliser l'IA. On a aussi quelque part l'IA qui intervient plus ou moins à tous les niveaux et quelque part on a tendance à pouvoir perdre cette boussole humaine que l'on doit mettre en œuvre systématiquement. Alors, on voit que l'UNESCO publie pas mal de documents extrêmement intéressants. On a les guidances pour l'IA générative, on a des référentiels de compétences, mais dans tous ces documents, le mot le plus important, c'est l'agentivité. L'agentivité humaine, ça veut dire la capacité que nous aurons tous et toutes à garder la main et à diriger nous-mêmes les choses. Alors, la technologie, elle ne transforme pas l'enseignement. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier et ça fait 250 fois où j'ai entendu le mot révolution. La technologie ne va pas révolutionner l'enseignement. Par contre, elle permet de diversifier les approches, elle permet de libérer du temps d'enseignement, de personnaliser les parcours, d'élargir l'accès. Mais ce qui fait la différence, ça reste l'enseignant. Et donc, même dans un monde de l'IA, enseigner reste un acte social et la place des enseignants et enseignantes reste donc primordiale. Alors, quand on imagine maintenant son développement, il y a un modèle de 2006 qui s'appelle le TIPAC, qui nous montre que quand on est enseignant-chercheur, on doit maîtriser 3 sphères. On doit maîtriser les savoirs disciplinaires, donc les savoirs qui viennent de notre domaine. On doit aussi maîtriser les savoirs pédagogiques, comment les transmettre, comment enseigner, mais aussi les savoirs technologiques. Et là, on voit que quelque part, chacun des domaines s'entrecroise pour au milieu former ce fameux TIPAC. Alors, ça veut dire que, historiquement, par exemple, la technologie peut changer le rapport au savoir. Si je prends l'exemple de la médecine et la science médicale ont été fortement influencées par les avancées technologiques, l'imagerie médicale, etc. Et donc, c'est dans le croisement de ces réflexions qu'on va un peu trouver notre équilibre. Et je terminerai juste en disant que finalement, l'IA aussi va rebattre les cartes dans cette dimension, parce qu'en tant qu'enseignant ou enseignante, si vous voulez devenir des enseignants-enseignantes augmentés, ben, il va vous falloir aussi vous développer des compétences IA, comprendre comment l'IA fonctionne, même si vous ne souhaitez pas l'utiliser, car vos étudiants l'utilisent. En termes de contenu, ben, l'IA peut générer des résumés, elle peut reformuler des savoirs, elle peut vous aider à consulter des savoirs et les déplacer. En termes de pédagogie, elle peut vous proposer de nouvelles pratiques, vous permettre de les mettre en œuvre, on le verra tout à l'heure. Et puis, ben, voilà, la technologie, il faut aussi connaître le fait que la littératie IA, c'est extrêmement important pour votre esprit critique, parce qu'en fait, ça reste des boîtes noires. On sait comment elles fonctionnent, mais on ne sait pas pourquoi elles prennent telle ou telle décision au sein des décisions qu'elles prennent. Alors, pour nous, c'est important parce que quelque part, quand on a toutes ces dimensions qui rentrent dans le développement professionnel, on se rend compte que quelque part, le modèle TIPAC nous montre que c'est dans la relation entre les 3 entités qu'on va trouver le développement. Ça devient quelque part quelque chose qui est itératif, qui se redéfinit systématiquement et dans le temps. Et il faut savoir se positionner parce qu'on ne peut pas tout maîtriser.
Alors, avant de continuer, je vais vous proposer de faire avec moi un petit sondage. Et donc, les collègues en ligne, je vais vous mettre le lien. Je vais vous demander, avec votre smartphone ou avec votre ordinateur, d'appeler wooclap.com et vous avez le code EGRYX. Et moi, je vais le partager dans Zoom pour les collègues. Et ça, c'est une façon de partager un sondage qui va nous permettre d'avoir un petit peu les positions de chacun et chacune. Je vous laisse vous connecter. Les gens en ligne, vous êtes transmis le lien. Et donc, c'est une façon pour moi de prendre le pouls de la salle et de voir un petit peu quelles sont les positions des gens qui sont à la fois en présence ici ou en présence en ligne. Chacune des questions est rédigée à la fois en anglais et en français. Comme ça, vous pourrez répondre dans la langue de votre choix. Il y a 150 personnes en ligne, donc on va attendre une bonne centaine sur MOOClap. Gardez ce lien ouvert parce que tout au long de ce moment qu'on passe ensemble, eh bien, vous aurez, là je n'ai pas encore lancé de questions, mais tout le long de notre moment ensemble, vous serez amené à répondre à plusieurs questions. Alors, on va attendre que les collègues nous rejoignent. Ce serait bien d'être au moins 8 ans, parce qu'on dit. Alors, en attendant que les collègues nous rejoignent, oui, j'ai oublié de dire qu'on est vraiment dans un moment francophone. Je suis belge et j'habite en Suisse et je travaille au Vietnam, donc finalement, la francophonie, elle est bien représentée ici aussi. Allez, on va y aller. C'est parti. Première question. Quel est votre rôle principal? Est-ce que vous êtes enseignant ou enseignante, conseiller pédagogique, chercheur, directeur ou support institutionnel ou autre? Là, juste pour connaître un peu votre profil. Les gens en ligne, vous pouvez toujours nous rejoindre, le lien est ouvert. Donc, parce que c'est plus de rôles. Non, un seul. Principal, le rôle principal. Ça fait un pied de mesure. Dit qu'on est enseignant-chercheur. Le rôle principal. Le rôle principal. Bah, Alors, 29 réponses, on va attendre que les collègues soient au moins une cinquantaine, comme ça on aura un petit peu une idée des gens qui sont avec nous. Il y a des gens qui répondent dans le chat. Ah, Vous répondez directement sur MOOClap. oui, répondez sur le lien qu'on a mis. Alors, on va attendre d'avoir au moins 60 réponses. Voilà. Est-ce que vous pouvez ramener le lien, s'il vous plaît, Oui, ou bien on répond dans le chat. oui, je vous mets le lien dessus. Ouais. Mais en haut de l'écran, ça indique que vous tapez woodclap.com. Puis vous saisissez le code EGRXUYX. C'est la première ligne sur l'écran. OK, alors question suivante. À quelle fréquence est-ce que vous utilisez l'IA générative, toute activité confondue, professionnelle ou personnelle? Jamais, quelques fois par an, quelques fois par mois, chaque semaine ou chaque jour. On va essayer d'avoir une cinquantaine de réponses. N'oubliez pas d'envoyer vos réponses à la fin aussi par le petit bouton qui est envoyé.
OK, on va regarder les résultats. Alors, c'est bien parce qu'on a une grande majorité des gens qui l'utilisent plusieurs fois par mois, chaque semaine, ou même 45% des gens chaque jour. C'est une bonne chose, car comme vos étudiants l'utiliseront, on l'utilise déjà pas mal, c'est extrêmement important que vous teniez au courant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avancée de ces modèles depuis 2 ans. On est passé de modèles qui savaient écrire des textes corrects à des modèles capables d'écrire une thèse en un an. Et on est passé dans des modèles qui sont capables maintenant de faire du codage informatique extrêmement pointu. Et donc, oui, c'est bien que vous alliez voir tout le temps, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui bouge énormément. Bravo. Alors, maintenant, est-ce que vous utilisez déjà l'IA pour soutenir votre enseignement? Pas encore, j'explore, je teste régulièrement pour quelques tâches, et c'est intégré à ma pratique de manière un peu systématique. À quel niveau vous vous situez par rapport à l'usage de l'IA en soutien de votre enseignement? Regardez les résultats. Régulièrement, pour quelques tâches, c'est la réponse qui reprend la moitié des votants. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui peuvent vous donner un exemple d'un usage qu'ils ou elles font de l'IA dans leur enseignement, dans n'importe quelle langue vous vous exprimez? Moi, je l'utilise. Oui, Pour, expliquez-nous. oui, moi, je suis professeur Bosson de la Côte d'Ivoire et RBN. Je l'utilise dans mon cours en demandant aux étudiants d'abord la petite formation, comment utiliser, pour faire leur recherche documentaire, pour résumer les articles rapidement, même les thèses, quand ils font leur recherche documentaire, qu'ils retrouvent une thèse, j'utilise Notebook LM avec toutes ses facettes pour les D'accord. aider. Et je viens de faire mon premier examen avec des étudiants qui ont utilisé l'IA pour recherche documentaire, préparer leurs documents avant l'exposé et qui un seul a utilisé l'IA pour préparer ses PowerPoint et j'ai découvert qu'ils n'ont rien appris en fait. Ils se sont contentés de, de me sortir ce que l'IA leur a proposé sans eux-mêmes apprendre quelque chose. Oui, c'est une des conséquences problématiques. On en parlera beaucoup lors du prochain webinaire, puisqu'on parlera vraiment de l'évaluation. Mais un des dangers d'utilisation des étudiants, c'est quand un junior utilise une IA, il n'a pas l'expertise qu'un senior a. Donc, les IA sont de bons outils pour les seniors. Les gens qui ont de l'expertise ne sont pas de bons outils pour les gens qui, en effet, n'ont pas les compétences de base. Et c'est un vrai challenge de l'évaluation de garantir que dans nos formations, les étudiants et étudiantes qui sont inscrits maîtrisent les compétences qu'ils sont supposés maîtriser. On passe à la question suivante. Spontanément, votre posture face à l'IA dans l'enseignement, c'est plutôt enthousiasme, curiosité prudente, scepticisme, attentisme ou inquiétude, une menace pour le métier? Laquelle des 4 propositions correspond le plus à votre réaction spontanée? Je constate que plusieurs participants en ligne vous répondez dans le chat. Non. Vous vous connectez sur bootclub.com. Vous utilisez le code indiqué sur la première ligne de l'écran. Vous allez répondre aux questions sur Bootclub.
pas dans le chat. Oui, On c'est va voir les important. Je constate aussi, je ne vois pas pourquoi les gens répondent dans le chat. Je ne peux pas comptabiliser. Si vous avez un problème pour vous connecter, signalez. Regardons les réponses. Euh, Ok. Alors, il y a quelque part une jurisprudence, c'est un bon positionnement, avec en effet peu d'inquiétude, ce qui est très bien. Moi, je vous avoue qu'il y a 2 ans, comme professeur, j'étais un peu inquiet, parce que les travaux que je demandais à mes étudiants, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. On verra ensuite aussi par rapport à cette réflexion-là. Alors, on continue. Une question suivante. Ben, aujourd'hui, votre aisance avec l'IA pour enseigner, vous la diriez quoi? Nulle, parce que vous débutez totalement faible. Vous avez fait quelques essais, moyenne, vous vous débrouillez. Bonne, vous êtes à l'aise. Et très bonne, ben, c'est un réflexe systématique dans votre enseignement. J'ai perdu. On voit que la plupart d'entre vous, vous êtes en majorité entre le niveau moyen et bon. Très bien. Je pense qu'il reste une question. Ah non, voilà. Oui, peut-être je peux vous poser cette question. Euh, Quand une nouvelle technologie apparaît, les chatbots il y a 3 ans, la vidéo il y a 30 ans, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est utiliser comme l'ancienne technologie, reproduire l'existant un peu plus rapide, chercher ce qu'elle permet de nouveau ou repenser complètement la tâche. Donc, quand une nouvelle technologie apparaît, quel est votre premier réflexe? Soit vous l'utilisez comme la technologie précédente, soit vous allez reproduire l'existant avec la nouvelle technologie, mais ça va vous faire un gain de temps, soit vous allez chercher ce qu'elle permet de faire de nouveau, soit vous allez repenser complètement la tâche. OK, alors chercher ce qu'elle permet de nouveau, c'est très bien, et je vais laisser Oukla de côté maintenant et revenir à ma présentation, parce que vous allez voir que dans l'histoire, ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas. Alors, je vais vous partager à nouveau la présentation. Voilà. Alors, Perriot, il appelait ça la métaphore de la diligence. Alors, quand on a créé les premiers chemins de fer, les wagons des chemins de fer, ils avaient la forme des diligences qu'on avait avant. Et donc, on se rend compte que finalement, on a toujours l'habitude d'utiliser les nouvelles technologies dans les mêmes usages que la technologie qui précédait. Par exemple, comme je viens de le dire, cette métaphore de la diligence. Les diligences en Europe, c'était des choses qui étaient tirées par des chevaux, et donc les premières voitures, les premiers wagons avaient cette même forme. Et donc, c'est la tendance qu'on a quelque part à repérer et répéter des usages avec une technologie nouvelle, comme ce qu'on a fait à l'ancienne. Alors, la diligence, c'était le premier exemple, mais peut-être vous êtes trop jeune pour vous rappeler, mais quand on a commencé à intégrer la vidéo dans l'enseignement, on a filmé des gens devant un tableau. Et on n'a pas réfléchi à la meilleure manière de faire des vidéos pédagogiques. Et ici, quelque part, avec l'IA, on recommence parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enseignant? On va faire des présentations PowerPoint, on va faire des quiz, des exercices, mais ça, on sait déjà le faire sans. Et il y avait d'autres outils qui le faisaient pour nous avant. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans la modernité? Et donc, quelque part, c'est se poser la question aussi. Se poser la question parce que souvent, la technologie n'est pas neutre. Ça veut dire que la technologie que vous utilisez,
elle a été définie par une compagnie privée, souvent. Et donc, les usages, on essaye de vous les forcer. Alors qu'en fait, vous avez le droit d'utiliser la technologie comme vous le voulez. Et ça nous ramène, quelque part, à un modèle qu'on utilise beaucoup en technologie éducative, qui s'appelle le modèle SAMR. Et c'est le même en français et en anglais. Le modèle SAMR, il vous permet d'évaluer votre degré d'intégration de la technologie au sein de votre enseignement. Si je prends par exemple avec l'IA ou la technologie en général. La substitution, c'est quand j'utilise la technologie pour la même chose que ça. Par exemple, au lieu de donner des fichiers papier à mes étudiants, je leur envoie un dossier en PDF. C'est le même geste, mais la technologie substitue, tout simplement. Il n'y a pas de plus-value. Le deuxième niveau, et c'est un petit peu l'usage qu'on a actuellement de l'IA, c'est ce qu'on appelle de l'augmentation. Ça veut dire que, au lieu de faire les QCM moi-même, je demande à l'IA de les faire. Au lieu de faire un résumé pour un cours, je demande à l'IA de le faire. Donc, ce sont toutes des choses que je sais déjà faire avant. Simplement, je vais gagner juste un peu de temps. Mon gain, il n'est pas pédagogique, il est fonctionnel, structurel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on passe au palier M, là, on est dans la modification. Ça veut dire que là, on va avoir une modification significative de la tâche. Et là, on va devoir réfléchir à des usages de l'IA auxquels on n'a pas pensé. Sortir de l'IA pour faire des QCM, sortir de l'IA pour faire des résumés, sortir de l'IA pour produire des textes ou des PowerPoint pour moi. Et là, on va devoir réfléchir à des éléments qui sont des éléments qui modifient mes actions pédagogiques. Et enfin, le dernier niveau de SAMR, c'est la redéfinition. C'est quelque part l'IA qui rend possible des tâches qui ne seraient pas possibles sans. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de redéfinition de l'IA? Alors, peut-être dans la salle, qui peut me dire qui est son modèle théorique? Une personne que vous lisez beaucoup, un chercheur, un auteur, qui est votre modèle? Dans la salle, Dans la salle, vous lisez. avez une idée? Vous lisez qui? Le plus souvent. Oui, un chercheur, un scientifique qui vous a beaucoup influencé. La personne que vous citez le plus dans vos articles. Vygotsky. 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 Ok. Vygotsky. Vygotsky. Ok. Est-ce qu'il est vivant ou il est décédé, il est mort? Vygotsky. Oui, il est mort, oui. Vygotsky qui est vivant. Ok. Imaginons Vygotsky, s'il est mort à 34 ans. Eh bien, avec l'IA, avec tous ses travaux, vous pouvez faire un chatbot Vygotsky. Et si vous mettez tous ses travaux, et vous pouvez dialoguer avec lui, et il va vous répondre comme Vygotsky. Plus vous allez mettre de travaux de Vygotsky, plus vous allez... C'est-à-dire que vos étudiants, j'ai fait un petit test pour m'amuser tout à l'heure, j'ai créé un chatbot qui s'appelle Charles Darwin. Et voilà. Et donc, vous allez pouvoir discuter avec Charles Darwin. Et ce qui est intéressant aux étudiants, c'est, ils peuvent discuter. Et puis, est-ce qu'ils peuvent évaluer si ce qu'il dit, ça correspond à qui il est? Pour Vygotsky, c'est la zone proximale de développement, c'est le socioconstructivisme. Donc, c'est intéressant quand on parle, plutôt que d'expliquer à mes étudiants en théorie c'est quoi le socioconstructivisme, je peux le faire. Mais après, je vais leur demander de dialoguer avec Vygotsky, poser des questions. Après, ils vont me dire les réponses, je vais dire si c'est vrai ou pas. Mais ça, c'est une redéfinition. L'IA me permet de ramener dans ma classe des gens qui sont plus là. Et ça peut se faire assez bien, vous verrez. L'IA peut aussi me permettre de faire des personnages avec un caractère particulier. Moi, je donne des cours de sociologie du numérique. Et donc, comme le numérique a un impact sur l'environnement, j'ai créé un personnage qui est, on appelle en français, climato-sceptique. Quelqu'un qui pense que tout va bien. Et donc, mes étudiants s'entraînent avec lui pour dialoguer et entamer leur esprit critique. Donc, redéfinition tout à fait possible. Alors, le grand challenge qu'on a ensemble, c'est souvent,
quand on utilise la technologie, et réfléchissez même la simple technologie que vous utilisez tous les jours, on s'arrête à la modification, à l'augmentation. On va rarement au-dessus. On se contente d'envoyer des mails, de mettre un forum, de mettre des fichiers PDF sur Moodle, ce genre de choses. On va pas beaucoup plus loin. Dans les recherches que l'on fait dans le monde, on se rend compte que 67% des enseignants n'utilisent une plateforme comme Moodle que pour mettre du PDF. Et peut-être 12% pour mettre des QCM, ce qui est vraiment assez basique. Alors, ce qui est intéressant, quand on vous demande comment la technologie améliore l'enseignement, c'est pas l'outil qui va changer, c'est la manière dont vous allez le scénariser. Et là, il y a un modèle qui date des années 70, je parle comme un Belge et un Suisse, on est 70, un instrument qui va vous aider à penser l'usage du numérique. Cet instrument, c'est un modèle développé par Rabardel en 1976 qui parle de ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Ça veut dire que vous avez un sujet, qui est l'enseignant, vous avez un artefact, un outil qui est l'IA, et on sait ce que l'IA peut faire. L'IA peut générer du texte, de l'image, etc. Mais l'instrument, c'est la manière dont moi, je vais donner un schéma d'usage à l'IA pour faire quelque chose. Si je mets un forum en ligne, c'est un forum. Qu'est-ce que je vais faire avec ce forum? Soit je peux lancer un débat, soit je peux lancer un café de présentation entre mes étudiants. Donc, tout ça, c'est l'intention que je mets derrière l'outil, c'est ce qu'on appelle l'approche instrumentale. Et ça, c'est extrêmement important avec l'IA parce qu'encore une fois, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire dans votre cours et ensuite de trouver un schéma d'utilisation de l'IA qui répond à votre besoin. Or, à l'heure actuelle, on utilise tous et toutes l'IA comme elle est promue par les personnes qui la développent. Si on donne des exemples de l'approche instrumentale, la calculatrice, ça permet de calculer, mais on peut aussi s'amuser pour explorer des régularités et pas seulement calculer. Un tableur Excel, on peut l'utiliser en effet comme un cahier de compte, mais on est capable de faire des statistiques assez pointues maintenant avec un tableur Excel aussi, et voir de la simulation. Et puis l'IA générative, au départ on dérive ses schèmes, mais finalement, quand on conçoit ses propres schémas soi-même, ses propres prompts, ses garde-fous, ses usages, eh bien finalement l'IA elle est au service de mes intentions et pas au service des intentions d'un outil. Donc, maintenant qu'on a fini ce petit cadrage, on se rend compte qu'on est en effet à un carrefour important pour l'enseignement supérieur. Quelque part, on a déjà des leçons par rapport à l'EDUCAUSE et l'UNESCO. On a le TIPAC ou la SAMR qui peuvent nous aider à nous positionner. Et on a Rabardel qui nous rappelle que c'est l'intention qu'on donne dans un outil qui fait son usage. C'est ce qu'on appelle aussi la disruption cognitive. Avec les lunettes, on peut faire plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une paire de lunettes? Moi, je les mets pour voir, mais je peux allumer un feu. Donc, c'est important de penser des usages variés et de braconner les choses. Alors, tout ça, ça nous amène à la réflexion autour de l'enseignant ou de l'enseignante augmentée. Ça veut dire naviguer l'IA comme un instrument, pas un oracle. L'IA n'a pas à nous dire ce que nous, on doit faire, c'est nous qui devons lui dire ce que l'IA doit faire au service de notre enseignement. L'humain au centre, l'IA en renfort, et puis la gentilité critique devant. Alors, on va revenir sur Booklab. Pour la question suivante. Voilà, où je vous demande, aujourd'hui, par rapport à vos usages de l'IA, à quel niveau est-ce que vous vous situez? Vous êtes dans la substitution,
l'augmentation, la modification ou la redéfinition. On va voir les réponses. OK, beaucoup dans l'augmentation, c'est normal, c'est là que chacun et chacune se trouve principalement, donc il n'y a rien de surprenant. Modification certains et redéfinition. Je serais intéressé peut-être d'avoir un témoignage de quelqu'un qui fait de la redéfinition. Si quelqu'un a répondu ça dans la salle, ou si quelqu'un en ligne est d'accord de nous partager son expérience, la redéfinition, moi je serais intéressé, parce qu'elle est assez difficile à obtenir, donc je serais curieux. La personne, on continue à avancer. Exemple, tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Alors, là, je vous demande de classer 4 niveaux SAMR du plus proche de l'existant au plus transformateur. Pour ça, je vais laisser passer la question. Voilà. Votre rapport à l'IA, ça veut dire que vous la subissez, vous déléguez sans trop décider, vous vous adaptez à l'IA, vous la façonnez vous-même ou vous en faites l'instrument de votre stratégie à l'heure actuelle. Et façonner des prompts, garde-fous, usage choisi, c'est bien, s'adapter, ok. Ok, on va s'arrêter à cette question. Maintenant, on va aller directement dans le concret pour réfléchir un petit peu à la manière d'utiliser l'IA en termes d'augmentation. Et je vous propose de réfléchir ensemble autour d'un modèle que j'utilise beaucoup, qui est le modèle de Yann Lauriard, de l'UCL de Londres, qui est un modèle qui va nous aider à réfléchir sur les usages qu'on peut mettre en œuvre. Alors, c'est toujours difficile de définir l'enseignement hybride et le Covid nous a pas aidé puisque pendant le Covid, on a dit que ce qu'on fait actuellement, c'était de l'hybride, alors qu'en fait, c'est du commodal. Quand vous enseignez présentiel et en ligne en même temps, c'est l'enseignement commodal. Beaucoup de gens confondent l'enseignement à distance comme l'enseignement hybride, pas le cas non plus. Et en Europe, on aime beaucoup l'enseignement présentiel comme au Vietnam, et donc les gens ne veulent pas entendre parler d'enseignement à distance. Et donc, je voulais juste vous donner ma définition à moi de l'enseignement hybride. Pour moi, l'enseignement hybride, c'est un enseignement qui se construit autour du présentiel, et c'est un petit peu comme un match de sport à 3 tiers-temps, comme le hockey sur glace. Le premier temps, c'est le présentiel. C'est le moment où je vais rencontrer mes étudiants et étudiantes et je vais faire un cours, un TP, un labo, un séminaire et je vais enseigner. Moi, quand j'étais étudiant dans les années 80, il y avait déjà pas de technologie et donc après le cours, j'avais rien. Il fallait que j'aille à la bibliothèque prendre des livres.
Maintenant, la technologie est là. Et donc, qu'est-ce que vous mettez à disposition de vos étudiants et étudiantes pour les aider à étudier après vos cours? Et là, c'est l'acte 2. C'est votre dispositif en ligne. Il ne vient pas remplacer le présentiel, il vient le renforcer. Quels articles vous mettez, quels exercices vous leur proposez pour qu'ils s'entraînent, et donc comment vous encadrez leur apprentissage quand ils ne sont pas dans la salle. Et puis le troisième acte, c'est l'apprentissage libre. L'étudiant, il va aller à la bibliothèque, il veut parler à un copain ou une copine, c'est son problème. Mais pour moi, un acte d'enseignement, c'est 3 temps. Le temps présentiel, le temps en ligne dans un espace encadré par l'enseignant, et puis le temps libre. Et trop souvent, le temps 2 n'existe pas, ou très peu. Alors qu'il faut beaucoup y investir. Pourquoi? Parce que c'est là que l'étudiant construit l'apprentissage. Quand on est dans une salle de cours, il va apprendre beaucoup d'informations, mais c'est en manipulant la matière qu'il va apprendre. Et cette manipulation, elle se fait après le cours. Donc, c'était important aussi de préciser ceci. Pourquoi? Parce que quelque part, si on réunit les actes 1 et 2, c'est ça qui constitue vraiment l'enseignement hybride. Et c'est là qu'on peut vraiment mettre en place, justement, de la modification de l'enseignement. Alors, on va commencer directement par le modèle de Lauriard. Le modèle de Lauriard, il propose 6 verbes d'action étudiante, qui sont les actions cognitives que les étudiants vont systématiquement mettre en œuvre dans l'apprentissage. Alors, d'abord, il y a le paradigme acquérir. Les étudiants viennent à l'université, viennent dans l'enseignement supérieur, et donc ils acquièrent. Donc, ils vont assimiler des connaissances transmises par l'enseignant, il écoute, il lit, regarde, il s'approprie des contenus structurés. C'est quelque part la réception active du savoir, la porte d'entrée, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, suivre un cours magistral, un exposé, lire un chapitre, un article, une note de cours, regarder une capsule vidéo, un documentaire, écouter un podcast ou une conférence, et en ligne, capsule vidéo, note de cours, lecture déposée sur Moodle, playlist, podcast. Donc, c'est vraiment là de découvrir et d'acquérir de la matière en étant en mode réception. Acquérir. Le deuxième verbe proposé par Diane Lauriard, c'est enquêter. Et donc, dans cette action, les étudiants, ils vont chercher, comparer, trier, questionner des sources pour construire leur propre compréhension. Donc, l'étudiant ou l'étudiante devient chercheur ou chercheuse de son savoir. Ce sont des recherches documentaires, des revues de sources, des analyses, des comparaisons de cas, des mini-enquêtes, observations de terrain, explorations guidées. Et en ligne, c'est des bases de données, des web quests, des dossiers de situation à explorer, des corpus de ressources à trier. Donc, vous voyez, on acquiert et puis on enquête, c'est les 2 premiers verbes cités par Lauriard. Ensuite, le troisième verbe qu'il y a ici, on va débattre. On va confronter des points de vue, défendre une position, écouter, affiner sa pensée par le dialogue, et avec les pairs et avec les enseignants et enseignantes. On va discuter plénière, faire des séminaires, débats argumentés, simulations, controverses, jeux de position, jeux de rôle, analyse critique, etc. Et en ligne, ça peut être fait via un forum, un fil de débat asynchrone, une classe virtuelle, un Zoom en direct. Troisième verbe, débattre. Quatrième verbe, c'est pratiquer. C'est là où l'étudiant va mettre en œuvre ses savoirs dans des tâches. Et donc, c'est résoudre des exercices, des problèmes, des études de cas, faire des simulations, des jeux de rôle d'entretien, des manipulations, des gestes techniques en laboratoire, des entraînements avec correction. Et en ligne, ça peut se traduire sur du quiz auto-correctif, des exerciceurs, simulation, cas interactifs, feedback automatisé. Donc, je répète, acquérir, enquêter, débattre, pratiquer. Collaborer, c'est le 5e paradigme. Donc, l'étudiant va résoudre des choses avec ses pairs, partager la charge cognitive, produire collectivement quelque chose. Un travail de projet de groupe, résolution de problèmes, évaluation par les pairs, etc. Ensuite, l'étudiant va produire. Donc, il va concevoir, réaliser, formaliser un objet, donc un rapport, un dossier, une note sociale, un portfolio, une vidéo, une capsule, un prototype, une maquette, un projet abouti. Tout ça sont des productions que l'étudiant peut réaliser. Et je me suis permis de rajouter un élément qui n'était pas chez Lauriard, qui est cette capacité de réfléchir sur soi. Et donc la capacité de prendre du recul sur sa manière d'apprendre, identifier ses stratégies,
C'est ça, c'est quelque part apprendre à apprendre avec un journal d'apprentissage, de l'auto-évaluation, des bilans de compétences. Et vous verrez la prochaine webinaire, cette dimension de réfléchir sur soi à l'ère de l'IA, elle prend vraiment une importance encore plus forte qu'elle ne l'avait au préalable. Maintenant, on vient de voir, je vais vite repasser, acquérir, enquêter, débattre, pratiquer, collaborer, produire et réfléchir sur soi. Maintenant, je vais vous donner 5 minutes et vous pouvez, dans la salle, vous pouvez parler avec votre voisine ou votre voisin, mais vous allez répondre seul à la prochaine question Google. La prochaine question Google, et je demande à ceux qui sont en ligne d'être particulièrement attentifs. J'ai remis ici les 7 actions en anglais et en français. Et vous avez 100 points. Je vous demande de répartir les 100 points en fonction de l'importance que les actions des étudiants prennent dans votre cours. Et donc, vous allez plus une action est activée, plus vous allez lui donner de points. Mais la somme de tout doit arriver à 100. D'accord? Donc, discutez avec votre voisin, votre voisine, comme vous voulez, en ligne, si vous avez quelqu'un à côté de vous, faites-le. Mais je vous laisse 5 minutes pour réfléchir et pour trouver le bon équilibre actuel de la photographie de vos pratiques. Donc, dans vos pratiques actuelles, comment vous allez donner du poids à chacun de ces verbes, chacune des actions étudiantes, en correspondance avec ce que vous faites dans vos cours. Et donc, vous avez 100 points, à vous de répartir les 100 points en fonction. Donc, plus il y a de points, plus l'action est mobilisée. C'est parti. 5 minutes.
207. Allez, il vous reste 2 minutes. Alors, je vous laisse une dernière minute pour ceux et celles qui veulent conclure, puis on analysera un petit peu les résultats. Alors, ce qui est amusant, c'est que je fais ça partout dans le monde et que c'est tout le temps la même répartition. Donc, je suis curieux de connaître ici au Vietnam si c'est la même. Ou auprès de nos collègues qui nous écoutent à distance. Alors, on va attendre encore 30 secondes et puis on va dévoiler les résultats et voir un petit peu dans quel ordre d'importance d'aller situer ces paradigmes. C'est parti. Alors, OK. Alors, si on regarde les résultats, ça veut dire qu'en effet, et c'est normal à l'université, enfin c'est normal, il faut se poser la question, est-ce que c'est normal acquérir, assimiler des connaissances reste de loin le paradigme le plus important, celui de pratiquer et enquêter. Ça veut dire que finalement, quand on est étudiant à l'université, eh bien, on reçoit de la matière, on pratique, on s'exerce et on enquête dans les ressources que l'on donne. On voit que le travail de groupe a de la place. On voit chez vous que le débat a beaucoup de place. Sachez qu'en Europe, c'est pas le cas. En Europe, le débat, c'est toujours le dernier. Alors que dans l'université, je trouve que c'est un endroit de débat. Et alors, on dit généralement, c'est pourquoi? Parce qu'en gros, on a des grands groupes. C'est compliqué de mettre débat dans une salle où il y a 300 ou 400 étudiants. Chose qui n'est pas, pour moi, impossible. Et on voit par contre qu'en effet, la réflexion sur soi, c'est quelque chose qui commence, mais qui a peut-être besoin de s'implanter. Par contre, on voit que la production est très limitée. Est-ce que c'est parce qu'il y a l'IA? Parce que production est sixième, généralement, elle vient souvent en quatrième. Donc, ça veut dire que les étudiants, ben, ils remettent des travaux. Et là, ça semble pas quelque chose d'assez, peut-être, assez suffisamment développé. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'on retrouve quand même les 3 piliers de l'université, enquêter, pratiquer, enquêter et acquérir, mais que débattre, en effet, reste quand même un moitié moins fort que acquérir. Mais pourquoi c'est important de se poser ces questions? Parce que c'est toujours important de faire la photographie de son enseignement, et moi je le fais chaque année, pour se rendre compte de la variété qu'on propose et des poids que l'on donne. Et il est possible de suivre des cursus avec une acquisition qui ne se fait pas systématiquement dans la salle de cours. Moi, j'ai une fille aînée qui est avocate. Quand elle était en Belgique, c'était un enseignement traditionnel, mais elle a fait un master en Finlande et un autre aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas et en Finlande, ben, vous n'allez pas aux cours très souvent. Vous avez des cours blocs sur 6 semaines. Et pour chaque cours, donc c'est 3 cours pendant 6 semaines, très condensés. Et finalement, vous avez pour chaque cours 2 heures en présentiel. Mais le résultat sont des séminaires où vous allez faire de la recherche vous-même. Et dans les séminaires, vous êtes en petits groupes.
Et là, l'assistant, il fait montrer que vous savez. Donc, c'est beaucoup plus interactif. Ça veut dire qu'on passe 40 heures à l'école, mais on passe 6 heures assis dans une classe. D'autres façons d'enseigner, c'est possible. Mais voilà. Alors, si on revient maintenant à la présentation, on a vu qu'il y avait des paradigmes étudiants pour les actions, et évidemment, il y a le pendant qui existe aussi pour l'enseignement. Et donc, on va regarder ici ensemble les gestes de l'enseignant qui finalement correspondent aussi. Alors, l'enseignant, dans ses rôles, ben, il a le rôle de transmettre. D'accord? Alors, il ou elle va présenter, expliquer, va structurer, elle va rendre le contenu accessible. C'est le geste le plus spontané, le plus puissant pour lancer un cours magistral, un exposé, une capsule vidéo, un screencast, un enregistrement, une note de cours, un schéma de synthèse. Je ne sais pas comment on dit en France, on dit un polycopier. En Belgique, on dit un syllabus, des notes de cours, un livre de votre cours. Donc, transmettre, c'est une charge importante. Ensuite, il y a concevoir. Et dans la conception, c'est là que vous allez concevoir des activités, des ressources et des scénarios qui vont être au service de la pratique. Donc, aligner les objectifs, évaluation, ça va vraiment mettre en place l'activité en ligne de vos étudiants de ce fameux acte 2, scénariser une séquence, un plan de cours, créer un exercice un quiz, un cas, bâtir et structurer l'espace Moodle, aligner objectifs et évaluation. Est-ce qu'on utilise Moodle chez vous? Oui? Oui, bah oui. OK. Alors, animer, donc là, ben, animer, c'est quoi? Ben, vous allez faciliter, vous allez réguler, vous allez dynamiser les discussions, vous allez modérer les discussions et la collaboration. Donc, c'est animer un débat, modérer un forum, une classe virtuelle, orchestrer un travail de groupe, relancer, questionner, synthétiser. Et ensuite, vous allez évaluer, évidemment, puisque vous devez concevoir l'évaluation, donc des quiz formatifs, l'évaluation critériée, des cris de correction, des rubriques, des feedbacks, évaluation par les pairs outillés. Vous allez aussi soutenir les étudiants, donc peut-être une approche différenciée, vous allez peut-être répondre aux besoins de chacun et chacune, vous allez peut-être sécuriser ce qui maintient l'engagement chez eux. Permanence, tutorat, feedback, différenciation, aménagement et réponse aux questions. Et enfin, ben, vous allez encourager la réflexion, ça veut dire que vous allez aider les étudiants à prendre du recul en leur posant parfois des questions sur un travail qu'ils remettent, la manière dont ils ont mis en œuvre un savoir, les stratégies qu'ils ont choisies et un regard critique par rapport à tout ça. Quand on regarde le tableau comparatif, on va regarder que finalement, les gestes de l'enseignant vont activer des gestes de l'étudiant. Transmettre, c'est pour acquérir. Concevoir, c'est pour enquêter, pratiquer, produire. Animer, c'est pour débattre, collaborer, enquêter, pratiquer. Évaluer pour pratiquer, etc., etc. Et vous avez ce tableau de correspondance. Et donc, ce que je vais maintenant vous demander de faire, toujours dans Booklab, on va revenir à Booklab, c'est faire le même exercice, mais côté enseignant. Donc maintenant, vous allez devoir mettre des points sur les actes enseignants en fonction du temps que ça vous prend, en fonction de ce que vous mobilisez le plus. Encore 5 minutes, 100 points à répartir.
Encore 2 minutes? Une minute? Ok, voyons le résultat. Alors, transmettre, ça prend oui, concevoir, animer, évaluer, soutenir, encourager la réflexion. Ok, écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va revenir un petit peu sur les verbes enseignants et on va voir pour chacun des 6 verbes en quoi l'IA peut m'aider à transformer un petit peu et à devenir un enseignant augmenté. Alors, commençons par le premier verbe qui est quelque part le verbe euh, transmettre. Alors, peut-être que les collègues qui nous suivent en ligne, là, du coup, vous pouvez répondre dans le chat, allez-y. C'est à l'heure actuelle, quel est le support principal que vous utilisez pour transmettre des connaissances? À l'heure actuelle, quel est le format, le support principal que vous utilisez pour transmettre de la connaissance? C'est à l'oral. Le support principal, ça peut être comment? Mais la réponse à l'oral. Ici en salle à l'oral et dans le chat pour les collègues. Donc, quel est le support principal que vous utilisez dans vos enseignements pour transmettre du savoir? Dans la salle, vous utilisez quel type de support? Thầy cô trong phòng chúng ta có thể trả lời để tương tác với thầy. On va faire à la main levée. Chúng ta có thể nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp đều được. Chỉ cần giơ tay phát biểu rồi trong phòng sẽ. Les comprennent des cours. Ok, quelques cours. Donc, dans la salle, nous utilisons un peu le mélange du français, du vietnamien et de l'anglais. Voilà. Alors, je vois PowerPoint. Il y a beaucoup de PowerPoint. Qui utilise PowerPoint ici? Levez la main. PowerPoint. OK. Qui maintenant dans la salle ou en ligne a fait un livre de son, un vrai polycopier? Le livre. Organiser un livre, est un livre. Alors,
Là, on touche un nœud important du problème, et ça, merci aux collègues, en tout cas, pour vos réponses en ligne aussi. Le problème avec l'apparition du PowerPoint, c'est que quelque part, nous, enseignants et enseignantes, on devient quelque part des maisons d'édition. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de projecteur, et au début de l'année, je devais aller aux bibliothèques prendre le livre du cours. Et donc, chaque début d'année, j'avais ma taille en bouquin de cours. Mais j'avais des livres écrits, structurés. Par contre, c'est vrai que le prof, il lisait son cours pendant le cours et il y avait peu de support visuel. Et puis, on a inventé le PowerPoint. Le PowerPoint, je vous rappelle, c'est un support visuel pour une présentation orale. Mais comme on veut que ça devienne un support de lecture, on met beaucoup de texte dedans. Donc, ce n'est plus un bon support visuel. Mais est-ce qu'on a le temps de faire un PowerPoint et un livre? Ça prend du temps. Et là, je vais vous montrer un exemple qui vous montre que l'IA peut vous aider. Alors, je fais ça pour un ami qui fait des cours en ressources humaines, et je vais vous montrer. En fait, mon ami me donne, quand il parle, quand il donne son cours, il s'enregistre avec ça. Il a ses PowerPoint et quelques articles de référence. Il me donne tout ça et moi, je suis capable, je vais partager ici, à partir d'un enregistrement, à partir de, je vais partager mon bureau, c'est plus simple, eh bien, j'ai fait ceci. Vous voyez, assurance sociale et salaires, version 1 2026. J'ai fait un bouquin de 100 pages complet, en PDF avec une mise en page de livre. Alors, évidemment, il a relu, parce qu'il ne faut pas croire. Ça lui a pris une journée de lire. Mais une journée pour relire 100 pages ou une journée pour les écrire, ce n'est pas la même chose. Et en plus, je me base sur ses PowerPoint, sur sa voix, sur ses cours. Donc, je n'invente rien. Ça, avec une IA qui s'appelle Claude, quand vous prenez un abonnement, ben, vous pouvez... Ça veut dire que si vous enregistrez vos cours, après chaque cours, vous donnez un mémo à vos étudiants, un mémo écrit, et avec une bonne mise en page, comme vous le voyez là. Et donc ça, c'est déjà une plus-value assez intéressante. Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que je peux aussi... Je vois qu'il y a M. Kadjo qui a demandé la main, je vous passerai la parole juste après si vous souhaitez. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Je vais devoir me connecter ici. Je crois que je peux le faire autrement. Alors, voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait le même manuel en HTML. Donc, et vous voyez, il est interactif. Donc, je peux le mettre dans Moodle comme ça. Mais j'ai aussi créé un module e-learning. Ça veut dire que, toujours avec l'IA, à partir de mon PDF, je le transforme en module e-learning, vous voyez, où là, j'ai une belle mise en page. Et à la fin de chaque chapitre, j'ai des questions avec des feedbacks. Et donc là, j'ai créé du matériel interactif à partir du même contenu qu'il m'avait laissé. Et ça, je peux même exporter au format SCORM sur Moodle pour faire un module d'apprentissage. Donc, vous voyez, l'IA, là, elle va m'aider. Là où avant, je n'ai pas le temps de faire PowerPoint et bouquin et plein de choses, ici, oui. Parce qu'en fait, à partir d'un enregistrement de cours que je fais moi-même, qui est assez facile, avec une retranscription, mes PowerPoint et quelques bons prompts, je peux aller sur une IA comme Claude et quelque part gérer toute la production de contenu lié à mes cours et proposer à mes étudiants un PDF de qualité, des PowerPoint visuels que j'ai plus besoin de charger, un espace HTML et un espace interactif pour apprendre. Tout cela, ça prend une bonne journée de travail. Parce que vous devez relire absolument tout. Donc voilà une façon d'utiliser l'IA pour augmenter sa capacité à transmettre le cours. Transmettre et soutenir, c'est lié. Alors, je ne sais pas si en Vietnam, la question de l'accessibilité se pose.
Mais en Europe, un étudiant sur 5 est ce qu'on appelle quelqu'un de neuroatypique. C'est quelqu'un qui a certains troubles d'apprentissage, mais qui est très intelligent. Mais qui aura quelqu'un qui est dyslexique aura du mal à lire un texte. Et donc, avec l'IA, vous pourrez proposer des polices d'écriture faciles à lire. Vous pouvez proposer des formats faciles à comprendre. Et donc ça, c'est aussi une plus-value de l'IA, c'est que votre contenu peut être adapté aux particularités de certains étudiants. Et ma génération à moi, les étudiants qui étaient dyslexiques, ben, ils rataient l'école, alors qu'ils sont très intelligents. Et ceux qui étaient neuroatypiques avec un trouble de l'attention, souvent ils rataient l'école aussi, alors qu'ils sont très intelligents. Ici, ben, ça nous permet de faire de l'accessibilité. Alors, il y avait la parole qui était demandée en ligne, donc je propose que vous, ça ne me dérange pas de prendre la parole. Oui, j'ai utilisé Claudia version payante, oui, toujours. C'est 20 francs, enfin, nous, en Suisse, on a des francs encore. C'est 20 francs par mois, mais ça va. Ça va. Alors, là aussi, si jamais l'éducation avait des budgets illimités, j'aurais engagé une personne, j'aurais adoré engager une personne pour ça. Mais je sais que ça n'existe pas. Alors, tout à l'heure, il y avait monsieur qui voulait prendre la parole. Oui. Aka Roger. Oui, Roger. Aka. Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Alors, encore une fois, ici, vous allez voir, j'utilise l'IA non pas pour remplacer un humain, mais pour m'assister, moi, dans un métier où je sais que je n'aurai pas d'humain. Si je demande à mon directeur ou à mon doyen, est-ce que je peux avoir un assistant pour gérer les cours, il va me faire non. Donc, voilà, je me crée un assistant virtuel, mais c'est au service de l'apprentissage et c'est juste une mécanique à prendre. Mais c'est moi qui décide, c'est moi qui donne les contenus, c'est moi qui dis comment c'est structuré, et donc c'est moi qui donne les consignes très claires à l'IA. Et sur Claude, on peut faire ce qu'on appelle une compétence, un skill. Donc, si vous avez fait le skill, il va tout le temps utiliser ce skill-là pour vous. Et donc, ça prend peut-être 2 jours pour affiner un skill, mais après, c'est fait. Donc, vous voyez déjà au niveau de la transmission, ce que l'IA peut nous amener est assez intéressant au service des étudiants et étudiantes, puisque maintenant, on peut justement transmettre des contenus en plusieurs types de variétés. Oui. Alors, autre chose qui est amusante aussi avec l'IA, alors ça, je peux arrêter le partage pour refaire un partage. Et là, on parle de langue. Voilà. Alors, attends. Bon. Je vais essayer de parler. Ça va pas. Je vais essayer de partager un audio, on va voir. Alors, ce que peut faire l'IA aussi, il se peut que moi, je sois amené à, typiquement, je donne un cours sur l'IA à tous les étudiants de l'université. C'est un cours qu'on donne en ligne et toutes les vidéos sont en français. Sauf qu'il y a 2 facultés chez nous qui enseignent en anglais et on m'a dit, tiens, est-ce que je peux avoir les vidéos en anglais? Et moi, j'ai pas le temps de les tourner. Et donc, on peut aussi, du coup, utiliser l'IA pour travailler. Attendez, je vais juste aller voir pourquoi. Ah, ouais, il faut pas que je partage. Non, ça va. Voilà, c'est bon, ce que je partageais au vidéo, ça va. OK, alors je vais vous montrer un exemple. J'espère que ça passera dans la salle. Aujourd'hui, je vous donnerai la vidéo en lien, mais c'est une vidéo de 2 minutes dans laquelle je parle 7 langues. Et donc, avec un logiciel qui s'appelle Agen, je commence en français, puis ça suit en anglais, en italien, en espagnol, en arabe, en vietnamien. Et donc voilà, ça nous permet aussi de faire des vidéos dans toutes les langues. Ça coûte assez cher en production, mais moi, finalement, les vidéos qu'on me demande en français pour les étudiants en anglais,
ben, je les passe là-dedans. Et c'est ma voix. Ce qui est amusant en vietnamien, c'est que c'est une voix du Sud. Alors que moi, mon vietnamien, il est plutôt du Nord. C'est le mien aux États-Unis. Voilà. Et donc voilà, là je vous donnerai le lien, vous pourrez la regarder après, mais c'est juste pour vous montrer en plusieurs, on peut parler plusieurs langues comme ceci. Alors, on va continuer à avancer et on va du coup parler du paradigme suivant. Et là, donc, on a vu transmettre finalement la mise en page et tout ça, ce sont des choses qui sont je vais partager pour voir. OK. Donc, ça nous permet de me dire que l'augmentation, ben oui, mettre en page une présentation dans Media, c'est pas mal. Mes diapositives que vous voyez là sont faites avec un style Claude aussi, donc il fait toujours le même style. Et donc, ça veut dire que maintenant, tout le contenu de PowerPoint, c'est moi qui le fais, mais je lui donne son style. Donc, je gagne un temps énorme. Mais parfois, je lui donne même un Word avec dia par dia tout ce que je veux dire. Et il me processe tout ça comme je l'ai appris à le faire. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante, c'est de la conception. On peut aller au-delà des QCM, on peut aller dans des exercices qui sont assez intéressants. On va se dire que quelque part, ben, si c'est augmenté, il n'y a pas tellement de gains. Donc oui, je vais donner des quiz, il va me produire d'autres. Par contre, je peux créer de nouvelles situations, des nouveaux casus, des nouvelles situations. Je peux proposer des modalités d'encadrement inédites, différencier les activités selon le niveau et les besoins. Une tâche auparavant inconcevable, ben, peut-être soit des conseils IA pour des activités immersives. Moi, je peux demander à l'IA des conseils pédagogiques. J'ai 3 agents IA de conseils pédagogiques que je peux vous partager. Je les ai entraînés moi-même avec des bouquins qui sont assez pointus aussi, et ils vont vous donner de très bons conseils. Enfin, mes collègues n'aimeraient pas ça, mais ça remplacera pas un conseil en profondeur par un être humain. Mais si un enseignant le soir se pose une question et qu'il n'a pas le temps de contacter un conseiller, ça peut donner de bons conseils. Alors, concevoir, je vais vous montrer 3 petites choses. Mais, voilà, je repartage. Je vais remettre un peu mon bureau. Voilà. Alors, ma fille passe un test demain dans un ministère et donc ils ont besoin de s'entraîner au jugement situationnel. Ben, tout ça, c'est quelque chose qui est fait en 10 minutes. Quand ici, ben, pour la formation en ressources humaines, là, j'ai créé une étude de cas interactive. Ça veut dire que, vous voyez, vous avez l'histoire d'une entreprise, Helvétiquaire à Lausanne. Et là, vous avez 3 personnages. Vous avez Sophie, qui est la gestionnaire RH, Léa, qui est une assistante de projet, et Marco, qui est un technicien. Et puis, on commence l'étude de cas. Et là, en fait, il y a 14 épisodes et à chaque fois, une situation qui se déroule. Par exemple, si je vais à l'épisode 1, ben, c'est là où j'engage Léa et à l'entretien de sélection. Et qu'est-ce que je dois faire pour l'entretien de sélection? Ensuite, il y a Marco qui a un petit problème de famille, donc il rate beaucoup le travail pour l'instant. Comment je vais gérer son problème? Et là, je peux aussi recevoir du feedback. Et puis, c'est le premier jour de Léa. Et donc, quelque part, l'équipe de cas va avancer chaque mois dans le monde de l'entreprise et va entraîner la personne qui fait les RH à faire les bons choix, à la fois pour accueillir quelqu'un issu du début de sa carrière, mais aussi pour aider quelqu'un qui a un problème personnel de famille ou autre. Ça aussi, avec un bon prompt et une scénarisation qui a été faite avec l'IA, c'est quelque chose que j'ai réalisé très vite. Donc, je peux faire des situations illustrées avec un simple prompt. Et là aussi, Claude, parce que derrière, c'est du code. Mais c'est un fichier HTML, donc si vous avez un petit espace serveur. C'est Claude Code, Claude Cowork ou quel type de Claude? Pour celui-là, Claude Cowork. D'accord. Ouais.
Et donc, on voit que pour concevoir, eh bien, on peut aussi s'amuser à faire pas mal de choses qui vont venir augmenter ce que je peux faire avec l'IA. Mais simplement, on peut aussi je retourne à Zoom, il faut que je change de partage, voilà. Animer, là ça devient intéressant parce que débattre, collaborer, enquêter, pratiquer, c'est bien. Je peux proposer quelque part à mes étudiants des tuteurs IA. Moi, je ne suis pas disponible pour mes étudiants tout le temps. D'accord? Et donc, je pourrais très bien créer un double numérique qui serait moi enseignant, mais en ligne. Et là, ça demande quelque chose qui n'est pas très compliqué. Est-ce que des gens chez vous ont déjà utilisé faire des agents IA ou des GPT, non? Oui. Ouais. Alors, on peut se faire sur Gemini, ça peut se faire sur ChatGPT, sur Claude ou ailleurs. Je vais vous en montrer un. Voilà. Alors, par exemple, moi, on le verra lors du prochain webinaire, j'ai un compagnon compétences IA. Ça veut dire qu'il va aider les enseignants à définir des compétences IA dans le cadre de leur cours. Oh. Oui, pardon. Voilà. Et donc, ici, ça, c'est un agent, et que ça soit ChatGPT, que ça soit Gemini, Claude, c'est la même chose. Quand vous créez un agent, ben, vous lui donnez une description. Là, vous lui donnez une instruction, vous voyez, exactement comment vous voulez qu'il se comporte. Et ensuite, des documents sur lesquels vous voulez qu'il se base. Maximum 20 fichiers. Moi, je n'aime pas qu'il aille sur le web, parce que sinon, pareil, il va peut-être faire des bêtises. Et donc, il ne se base que sur ça. Et quand vous le configurez, vous pouvez alors définir son comportement comme vous le souhaitez. Alors, quand on a travaillé avec des enseignants sur le besoin de définir un agent pédagogique, c'est très compliqué parce que la difficulté, c'est de produire ce qu'on appelle le métaprompt, l'instruction. Comment vous voulez que pédagogiquement votre tuteur IA se comporte? Et là, j'ai créé cet outil qui est gratuit. Et là, vous pouvez produire vous-même une instruction avec cette interface. Par exemple, je mets biologie, je mets niveau. Là, je ne suis pas obligé. En fait, comme les profs avaient du mal à définir le caractère pédagogique du tuteur, j'ai fait une étude de la littérature et j'ai développé 25 dimensions. Et donc, on peut paramétrer un tuteur pédagogique sur 25 dimensions. Et avec cet outil-là, est-ce que vous voulez qu'il soit formel ou décontracté? Et c'est à vous de choisir ici la manière dont vous voulez qu'il se comporte. Neutre, chaleureux, l'expressivité ou sobre. Est-ce qu'il joue un personnage ou pas? Est-ce qu'il guide ou il prescrit? Est-ce qu'il explique ou il questionne? Vous avez systématiquement la possibilité ici de mettre du poids sur un des deux éléments du continuum. Voilà. Même chose au niveau de la gestion du feedback. Et donc, si vous remplissez tout ceci et vous choisissez le caractère que vous voulez donner à votre tuteur, à la fin, en fonction de l'outil que vous utilisez, vous avez droit à un certain nombre de caractères. Ben, vous dites ici, j'ai besoin de 8000 caractères. Et quand vous cliquez ici, il vous fait l'instruction. Donc ça, c'est un outil que j'ai créé, qui commence à bien circuler, et ça permet aux enseignants de créer leur tuteur IA pédagogique pour leurs cours, sans devoir écrire tout eux-mêmes, mais en positionnant des curseurs sur le caractère qu'ils veulent donner à leur assistant.
Donc ça, le lien sera dans la présentation, c'est gratuit, c'est en ligne. Ça s'appelle la Forge du tuteur. Et ça, je le mets à disposition des gens. Et je pense qu'après, il suffit de mettre la langue que vous voulez derrière en le traduisant. Ça fait le travail. Et là, il m'a fait 7600 caractères. Vous voyez, il me dit, tu es un tutoriel pédagogique spécialisé en biologie pour les étudiants. Tu incarnes un assistant d'apprentissage bienveillant, compétent. Posture, ton et communication, mais tu adoptes un ton décontracté, proche de l'étudiant, etc., etc. Et donc, Voilà, j'ai envoyé le lien dans le chat et dans l'interface que vous avez actuellement dans votre deux, je pense. deux, en français et en Et anglais. l'anglais. Mais le prompt, le métaprompt, vous pouvez le traduire dans n'importe quelle langue. Donc, si vous mettez cette instruction-là sur un agent IA avec les documents de votre cours, eh bien, le tuteur va bien se comporter. Et donc, on a fait des tests cette année avec 7-8 cours, ça donne pas mal. Et donc, ça permet aux étudiants d'avoir un assistant de soutien en ligne à n'importe quel moment. Voilà aussi une manière. Mais ce n'est pas ChatGPT tout seul. C'est moi qui contrôle son comportement. C'est moi qui contrôle les contenus sur lesquels il travaille. Et donc, c'est moi qui suis pilote des choses. Oui. Je vais finir en ça. Alors, comme vous le voyez, en fait, on peut continuer comme ça. On le verra dans le reste des diapos. Évaluer, ben c'est clair, évaluer, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a un webinaire la semaine prochaine où on va vraiment parler que de ça. Mais quelque part, soutenir, c'est important. Parce que mon tuteur, je peux le faire aussi comme un soutien moral. Il y a pas mal d'études qui ont montré que les thérapeutes en ligne, ça marche. Ça remplace pas un être humain, mais ça peut aider. Et donc, un agent qui peut motiver vos étudiants quand ils ont des questions, quand ils ont un problème, c'est intéressant. Sciences Po avait fait une étude il y a 3 ans dans laquelle ils évaluaient la manière dont les étudiants de licence et de master utilisaient l'IA, ChatGPT. Et pour les étudiants de première année, c'était souvent comme quelque chose de soutien moral. Un parent, un grand frère ou une grande sœur, quelque chose à laquelle ils pouvaient s'adresser quand ils avaient besoin de faire quoi que ce soit. Et donc là, vous avez aussi 3 exemples d'utilisation. Encourager la réflexion, idem. Et donc, peut-être pour laisser la parole aux collègues, c'est important en conclusion de se dire que c'est l'humain au centre, c'est l'humain d'abord, qui peut pour chacun des verbes d'enseignement utiliser l'IA pour augmenter ses capacités, mais tout le temps en choisissant le rôle qu'il souhaite lui donner. Et puis peut-être, tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité, quand je transmets des cours, de pouvoir aussi faire appel à autre chose. Donc, tout à l'heure, il y a une collègue qui avait parlé de Notebook LM. Je ne sais pas si vous connaissez Notebook LM. Donc, Notebook LM, ça vous permet en effet de restreindre. Donc, moi, par exemple, j'ai un notebook sur les stratégies IA en enseignement supérieur. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ici, si vous cliquez ici et que vous cliquez sur instruction personnalisée, vous pouvez aussi lui donner une instruction. Donc, le chatbot de votre Google Notebook LM, il peut aussi être paramétré pour avoir un certain comportement. Par défaut, il est là, mais vous pouvez lui donner une instruction jusqu'à 10 000 caractères. Et là, il va se comporter aussi comme un tuteur, en sachant que Notebook LM, ici, vous allez voir que pour la production de contenu, il fait des podcasts, il fait des infographies, et il permet de faire pas mal de choses qui sont disponibles aussi à partir de ça. Le compte gratuit de Notebook LM, c'est 3 notebooks, et vous avez droit à 50 sources par notebook. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à la salle ou des gens en ligne. S'il reste un peu de temps, je pourrais montrer d'autres choses. Mais je pense, oui, c'est le moment peut-être de répondre aux questions que la salle ou les gens en ligne voudraient nous poser. Oui. 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 Alors oui, comme il me le rappelle, une toute petite conclusion donc avant de passer la parole aux collègues. Et c'est un peu ma conclusion d'aujourd'hui.
Donc l'humain d'abord, donc l'IA, ça va pas transformer quoi que ce soit, surtout si on l'utilise bêtement pour qu'elle nous donne des réponses tout de suite. Moi, mes tuteurs, ils sont socratiques, c'est-à-dire qu'ils posent des questions à l'étudiant, ils ne donnent pas de réponse. Et donc, il faut aussi habituer nos étudiants à utiliser correctement cette technologie. Et plutôt que de demander à l'étudiant, à l'IA, écris mon texte, ben voilà mon texte, donne-moi des conseils d'amélioration. Et pour vraiment en faire un compagnon et pas une substitution. Ben c'est l'humain avec l'IA, c'est jamais contre. Et donc, c'est à nous de prendre la main pour définir ce que l'IA doit faire. L'IA comme un instrument, donc l'instrumentaliser et pas la subir comme un oracle. Et puis aller au-delà de la ligne, ça veut dire qu'il faut viser la modification, la redéfinition des pratiques et pas seulement la substitution comme on a l'habitude de le faire. Parce qu'en fait, la technologie, elle va sauver personne si les personnes ne savent pas quoi en faire. Et donc, l'IA n'amènera pas de plus-value dans l'éducation si les enseignants ne se l'approprient pas et ne prennent pas les commandes. Voilà. Merci beaucoup, cher intervenant, avec une présentation très complète et l'alternance entre les parties principes, théorie et pratique, questions, réponses, etc. Il nous reste encore 15 minutes par rapport à l'horaire programmé et je laisse la parole aux participants, soit dans la salle et en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous prie de bien vouloir parler vite, aller directement au sujet. Voilà, pour laisser un peu de temps à beaucoup d'interventions possibles. Ou bien vous pouvez aussi poser des questions dans le chat, s'il vous plaît. Parce que là, on n'a que des remerciements. Questions dans la salle? Thì cô trong phòng chúng ta có câu hỏi nào muốn đặt với Pia? Ou en ligne? Si vous avez une question, savoir une question en ligne, savoir utiliser l'IA reste au cœur du défi de notre intégration. Oui. Alors, vous ne pourrez récupérer la main et reprendre le volant que si vous maîtrisez en effet comment ça fonctionne et ce que vous souhaitez en faire. Cái force. Je m'excuse pour les participants en ligne. Je vais. Il y a une question dans le chat, Tan. Oui, ok. Je permets d'abord de résumer en vietnamien pour le groupe en présentiel, puis on va revenir vers vous sur la question. Lúc ấy thì cô là chuyên gia vừa giới thiệu chúng ta cái tổng quan các cái nguyên tắc về phép sư phạm và cái cách chúng ta ứng xử với công nghệ, với trí tuệ nhân tạo trong vai trò của giáo viên, và thầy cũng đã đưa chúng ta rất nhiều cái minh chứng ví dụ về việc thầy sử dụng AI trong cái công việc giảng dạy, sản xuất nội dung, thiết kế kịch bản dạy học vân vân rất nhiều. Và cuối cùng chúng ta thấy có một cái công cụ mà thầy đã tự thiết kế ra, đó là cái công cụ LabForce IA. Tôi đã có gửi cái đường dẫn trên cái hộp chat cho quý thầy cô. Thì cái công cụ đó là công cụ mà sẽ cho phép nó có hai ngôn ngữ, hai giao diện ngôn ngữ là bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Anh. Thì quý thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng tự do dùng cái công cụ đó, và chúng ta sẽ lựa chọn cái loại kịch bản nào mình tổ chức dạy học cho sinh viên của mình. Và mỗi một cái tiêu chí
để chúng ta thiết kế kịch bản đó, chúng ta có nhiều cái cấp độ khác nhau. Mức độ tương tác khác nhau, yêu cầu đối với sinh viên khác nhau, yêu cầu hoạt động học tập cá nhân, học tập nhóm, vân vân, rất là nhiều cái tiêu chí mà chúng ta đã có xem qua trong các cái nguyên tắc lý thuyết. Thì thầy cho phép chúng ta là gia giảm từng cái tiêu chí một. Thì tùy cái kịch bản môn học của mình thì mình có thể là chọn cái mức độ nào mình thấy là thích hợp nhất, chúng ta thiết lập xong hết thì nó sẽ cho phép chúng ta xuất ra một cái tập lệnh, đúng không? Cái tập lệnh đó, cái tập lệnh mà chúng ta sử dụng để chúng ta yêu cầu cái con AI nó sẽ hỗ trợ cho mình, và nó sẽ trở thành một trợ tá cho chúng ta trong quá trình chúng ta là dùng nó để chúng ta thực hiện công việc dạy học. Đấy, một cái công cụ thực hành rất cụ thể. Và như vậy thì quý thầy cô sẽ không phải nhức đầu là cái nguyên tắc lý thuyết này kia rồi công nghệ giáo dục vận dụng vào trong thực tế như thế nào, bởi vì là phía sau đó có hết rồi. Mình chỉ cần là có một cái công cụ và mình sử dụng cái đó để mình đưa vào cái con AI nào mình sử dụng thì mình đi sử dụng thường xuyên thì mình có thể là mình tạo nó thành cái agent cho mình và nó sẽ phục vụ cho cái công việc của mình thường xuyên. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon, ouais, c'est ça. Okay. Alors, peut-être l'outil IA, il a été fait avec Claude Code, mais surtout la tuteur, en fait, l'informatique est très facile, mais quand vous utilisez l'IA pour programmer, il faut qu'il y ait un workflow très clair. Et donc, c'est 7 pages de consignes, c'est pas rien. Et pour la forge de l'IA, c'est 300 documents, articles lus sur le tutorat. C'est une revue de littérature qui a pris 3 semaines, parce qu'en fait, les 25 dimensions, elles sortent pas de nulle part. Et donc, vous voyez, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on a dit. Il y a un gros travail scientifique pour la conception des dimensions, parce qu'il y a quand même il y a un article de 35 pages derrière qui définit ces dimensions. Et après, il y a un workflow expliqué. Et en fait, la production a pris 7-8 différentes itérations. Et voilà. Et puis, c'est une clé API Claude qui gère la production du texte. Mais l'interface a été faite en vibe coding. Mais encore une fois, une interface, c'est facile. Le problème, c'est plutôt la conception intellectuelle de la chose qui reste un gros travail. Il y a une question en ligne. J'ai vu la main levée de pouvoir après vous. Pouvoir, est-ce que vous pouvez prendre la Oui, parole? vous m'entendez? Merci beaucoup. Oui. Merci au professeur Van de Poel pour sa brillante formation. Elle était très enrichissante. J'ai une question, ça concerne un peu la majorité de nos structures d'enseignement supérieur, c'est-à-dire nos universités, surtout en Afrique. Jusqu'à présent, il n'y a pas de politique d'encadrement, il n'y a pas de charte d'éthique concernant l'usage de l'IA dans les universités. Alors que dans le cas ça, dans la pratique, nos étudiants l'utilisent, les enseignants l'utilisent. Mais quand on constate cela, il n'y a pas de, à part du moment où il y a un vide juridique, on ne sait pas sur quoi s'appuyer pour sanctionner l'étudiant comment dirais-je, qui est responsable, n'est-ce pas, ou bien qui a utilisé de façon frauduleuse l'IA et il s'est approprié ces données-là comme si c'était le sien. Récemment, nous étions en train de faire des soutenances des mémoires de master et on a découvert qu'il y a certains mémoires qui étaient tellement très bien écrits, on soupçonnait que c'était généré par l'IA. Mais comme il n'y a pas de charte d'éthique, bon, les étudiants, ils ont soutenu, ils sont passés. Donc, vous voyez que souvent, les conséquences aussi, voilà, quand il y a un vide juridique, comment encadrer les usages de l'IA et par les apprenants et par les formateurs enseignants que nous sommes. Voilà un peu le sens de ma question. Merci bien. Ok. Écoutez, c'est une question extrêmement centrale puisque la communication des chartes, elle est importante. J'ai développé pas mal d'outils qui ont été développés depuis quelques temps. Donc, je vais vous en montrer 3 et je mettrai les liens dans le chat. Le premier, c'est un outil qui s'appelle CréaChart. C'est un outil qui permet à une institution de rédiger sa charte. Et en fait, les dimensions que j'utilise, elles sont basées sur 39 chartes qui ont été étudiées. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec Christophe Battier et je vous mettrai le lien dans le chat. Ça vous permet vraiment d'avoir une réflexion institutionnelle autour de la place de l'IA.
Première ressource. Deuxième ressource, c'est un assistant de cadrage. Ça permet à chaque enseignant et enseignante de définir la charte de son cours en termes d'usage de l'IA, mais surtout en termes d'indication des usages par les étudiants. Parce que nos étudiants, comme il n'y a pas de cadre, ils ne savent pas non plus. Et donc, moi, ça ne me dérange pas que mes étudiants utilisent l'IA, mais il faut que ça soit de manière éthique et transparente. Et ce petit outil vous aide à définir la charte de votre cours en vous posant les bonnes questions. Et si vos étudiants et étudiantes ont des difficultés à savoir ce qu'ils peuvent ou pas faire, il y a un petit module d'apprentissage que j'ai développé ici, je vous mets à disposition, c'est gratuit, où en fait, là, on apprend aux étudiants de master, alors il est en français et en anglais pour l'instant, comment utiliser de manière éthique l'IA dans les travaux académiques. Et là, c'est un petit parcours qu'ils peuvent faire, où on rappelle le cadre éthique, et puis là, on rappelle un positionnement institutionnel, des petits conseils d'écriture avec l'IA pour respecter l'humain, et puis voilà, il y a pas mal de petits exemples comme ça que je vous transmets dans le chat, qui sont des ressources qui vont vous aider à améliorer la communication avec vos étudiants en termes d'IA. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas de communication, eh bien, personne ne sait ce qu'il peut ou pas faire. Et alors, on commet des erreurs. Vous savez, quand on a eu les premiers logiciels anti-plagiat, on se rendait compte finalement que les étudiants, ils plagient pas, mais ils citent mal. Et donc, je pense qu'ici, ils utilisent l'IA par facilité, mais donc il faut engager avec eux un dialogue et il faut leur apprendre à l'utiliser de manière éthique. Et je pense que à la fois votre institution, un professeur et les étudiants, les trois ressources que je viens de vous partager, je pense qu'elles peuvent contribuer à votre réflexion. Je rappelle aussi que tout ce que je produis est en Creative Commons. Donc, vous Merci bien citez pour, Oui. merci beaucoup pour les réponses. Ça va vraiment nous situer. Surtout les liens que vous nous donnez, nous allons nous en servir. Merci beaucoup pour cette Je vous en contribution. prie. J'ai un petit complément. Oui. Oui, je suis étonné que le collègue dise rien n'est cadré au niveau. Ce qui est sûr, dans toutes les universités, il y a un conseil de discipline. Et dans les conseils de discipline, il y a justement, on peut y amener un étudiant qui a plagié. Et ça arrive chaque année. Justement, je pense que la difficulté, c'est l'enseignant lui-même qui ne sait pas utiliser l'IA et avoir le retour de l'IA. Parce que moi, quand je fais un examen, comme il le dit, un étudiant qui fait un document qui est rédigé de telle sorte, mais normalement, si l'enseignant est un peu outillé en IA, il saura tout de suite que ce document vient de l'IA. Il fait son rapport au conseil de discipline, donc à l'UFR, pour dire que c'est un plagiat. C'est comme avoir un plagiat lorsqu'on a découvert qu'une thèse est une copie conforme. La procédure de plagiat, elle existe dans toutes nos universités. Donc, c'est à l'enseignant de faire son rapport pour dire qu'il y a un plagiat et c'est bien structuré. L'étudiant va se retrouver en conseil de discipline qui existe depuis le temps qui est là et il n'a plus de problème. Mais c'est si l'enseignant lui-même ne peut pas détecter l'IA, c'est là que ça pose problème. Parce qu'il va juger l'IA, parce que quand il dit l'étudiant a soutenu et il est parti, mais la note qu'il a donnée, c'est une note attribuée à Claude ou à ChatGPT. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de charte, mais il faut pouvoir détecter et mettre l'étudiant en situation, tout simplement, pour pouvoir détecter l'IA. Merci beaucoup. C'est vraiment un sujet qu'on va aborder lors du prochain webinaire et vous verrez que la détection est compliquée et qu'on n'a pas assez d'outils génériques. Mais justement, c'est un débat qu'on pourra avoir lors du prochain webinaire. Je vois que le temps passe. S'il vous plaît. Il y avait encore deux collègues. Allez-y, oui. D'accord. Merci beaucoup, prochain. Pour répondre un peu à prochain Bosson, il y a une petite confusion qu'elle fait.
Parce que dans nos universités, il y a la charte anti-plagiat. Mais le test généré par l'IA n'est pas du plagiat, parce que c'est du test nouveau. Voilà. Un plagiat, c'est quand on recopie ou bien on prend les données d'une tierce personne qu'on s'approprie. Mais quand l'IA génère un test nouveau, ça, ce n'est pas considéré comme du plagiat. Donc, quand je parle de charte, c'est les chartes d'éthique sur l'usage de l'IA dans les pratiques universitaires. C'est ça qui manque. Sinon, dans nos universités, il y a la charte anti-plagiat. La preuve, il y a des logiciels anti-plagiat dans les différents conseils scientifiques. Quand les étudiants déposent leur mémoire ou bien leur thèse de doctorat, ça passe au test anti-plagiat. Mais les tests générés par l'IA, ce n'est pas du plagiat. Donc, c'est là que le débat. Je vais vous interrompre parce que, en fait, il reste 2 minutes, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Non, un test généré par l'IA est un plagiat s'il est donné à l'enseignant tel quel. C'est qui vous jugez? C'est l'IA ou l'étudiant? C'est du plagiat. Non, merci, mais là, on aura la semaine prochaine toute une séance consacrée à l'évaluation. On va parler du plagiat ce jour-là. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions concernant la pédagogie numérique sur l'IA et l'enseignement, etc. à poser? Sinon, on reste à l'heure pile. Une dernière minute, je vous invite à activer vos caméras et on va faire une capture d'écran, tout le monde souriant, voilà, avant de se dire au revoir aujourd'hui. Et tu prends le téléphone. Voilà. On est plus de 200 au dernier minute, c'est très bien. Hein? Merci beaucoup. Souriant, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Voilà. C'est bon, merci. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Ok, à la semaine prochaine. Merci, Au à la revoir. semaine prochaine. Merci bien et ce fut un réel plaisir. Merci bien à vous. C'est fait un plaisir. Ok, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.